Bonjour à tous et à toutes. Donc là, on se retrouve dans une séquence formation professionnelle qui s'inscrit dans une double actualité, effectivement celle des 40 ans de la réintégration à l'éducation nationale, mais aussi celle de la réforme des concours qui va s'appliquer dès cette année. Donc les structures de formation initiale avec l'intégration au sein de l'université, commencées quelques années avant l'intégration de l'EPS à l'EN, ont modifié la façon dont les enseignants d'EPS ont été formés. Cette évolution de la formation a modifié sans doute le métier, sa façon de l'exercer, ses leçons, les changements de structure des études et les effets de ces formations sur la formation des étudiants. La formation professionnelle continue aussi à modeler et à homogénéiser le métier. Comment peut-on analyser son évolution? Quelles tensions en jeu s'exercent dans ce champ? Voilà, c'est les grands thèmes que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc, nous avons comme intervenant sur cette séquence Laurent Grune, qui est docteur en histoire, spécialiste de l'histoire du football, des sports co et de l'EPS en général. Julien Fuchs, professeur des universités, faculté des sciences du sport et de l'éducation de Brest. Jérôme Visioli, enseignant agrégé EPS, docteur en sciences de l'éducation, chercheur associé au laboratoire de VIPS 2 de l'université de Rennes, c'est bien ça. Et puis Alain Becker, membre de la direction nationale du SNEP, ancien responsable du secteur de formation du SNEP, et qui est membre du centre EPS et Société. Et pour rattraper un petit peu le temps perdu, je vais passer tout de suite la parole à Alain qui va nous faire sa présentation. Donc Alain, c'est à toi. Ouais. Bon, il faut essayer d'aller vite. Alors, j'ai demandé qu'on projette ça parce que c'est issu du répertoire national des certifications professionnelles s'agissant de la nouvelle licence TAPS dans le cadre du LMD. Et j'y ai mis un peu le nez et je me suis interrogé sur finalement les compétences attendues de cette licence, avec deux conséquences tout de suite. C'est que, ça conforte l'idée que, je dirais, le cursus TAPS a été et reste un cursus très professionnel, historiquement, et c'est encore vérifiable aujourd'hui. Et deuxièmement, que l'approche par compétence, je dirais, de la qualification d'un intervenant dans le domaine des APS après la formation en licence, je dirais, étonne et interroge du point de vue finalement de la représentation que celui qui a écrit la fiche doit avoir du travail qui se cache derrière ces compétences annoncées. Vous verrez, c'est assez symptomatique. Je suis étonné, moi, de voir qu'au niveau d'une licence éduc-motricité, finalement, en exagérant un petit peu, on voit se dessiner une exigence institutionnelle à l'égard des compétences, je dirais, qui sont celles d'un intervenant de très haut niveau. Et pourtant, nous ne sommes qu'à l'étape numéro 1 de la formation, c'est-à-dire au celui de la licence. Donc, si on a l'occasion, pendant la projection, de revenir sur l'ensemble des compétences qui, je dirais, dessinent le profil d'un intervenant dans le domaine, je dirais, de l'enseignement, est quand même assez surprenant. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxième élément, quelques éléments à discuter et pour discuter. Bon. Premier élément, d'abord, ça a été un petit peu évoqué ce matin, j'y reviens. Éviter d'abord un piège que nous pourrions nous-mêmes nous tendre, en consistant finalement à nous cliver entre nous, entre nostalgiques du MJS et des années 70, ou alors fétichistes des années 80 et de leur site. De ce point de vue, certains faits, certaines dates sont nécessaires pour comprendre, et je reviendrai sur certaines d'entre elles. Ensuite, analyser l'évolution de la formation des profs de PS dans son rapport, je dirais, au contenu de l'éducation physique elle-même. C'est-à-dire, en gros, ce que j'essaie d'introduire comme discussion, c'est qu'aujourd'hui, il y a des débats assez vifs sur l'éducation physique et sportive. Certains pensent même qu'aujourd'hui, la question centrale est celle de son identité, et que je m'interroge donc pour savoir si ces questions actuelles, c'est-à-dire aujourd'hui les débats dans la profession sur la nature de l'éducation physique et sportive, finalement procèdent, je dirais, de la discipline elle-même, ou si ce n'est pas finalement que l'enfant d'une évolution de la formation depuis 40 ans. Et je pense que, ce faisant, je veux introduire aussi un élément, c'est que c'est la redécouverte, pour ma part, de l'effet quantitatif sur la question qualitative. C'est-à-dire, à un moment donné,
comment les évolutions concrètes des formations professionnelles et des formations tout court, je dirais, jouent sur les contenus, les stratégies et les méthodes. Donc, de ce point de vue, Jacques Rouillet, il y a fait écho ce matin, en 2007, dans un CP qu'on avait sorti sur former les enseignants, déclare quelque chose, je voudrais que vous reteniez, parce que c'est un peu le cœur de la discussion, quoi. Il dit que la bataille perdue de l'intégration universitaire s'expliquait par le poids des idéologies formalistes de l'éducation physique et sportive qui auraient nourri l'académisme universitaire et empêché l'émergence d'une approche pluridisciplinaire et technologique de la formation, d'un rapport dialectique entre sciences et pratiques expérimentales des APSA. Jacques, dans ce propos, dessine un petit peu ce qu'a été la bataille du SNEP dès les années 80 par rapport à l'intégration universitaire et ses évolutions. René Deleplace, qui est un autre militant du SNEP, déclarait, lui, en 1993, au moment de la réforme du DUG, qui était à l'époque menacé d'une réduction, d'une descente à 900 heures d'études, il pressent, lors de cette réforme, les effets catastrophiques du quantitatif sur le qualitatif et dit craindre déjà que cette évolution ne conduise à rompre. Je demande de faire attention là-dessus parce que je crois que c'est une question qui est vraiment centrale. Il craint dès 1993, avec la baisse des volumes de formation, que les bases justes du développement de la compétence particulière de l'intervenant dans notre domaine, en récusant comme condition première à la formation et à la participation ultérieure aussi à la recherche, deux points, l'acquisition d'une authentique habileté corporelle et d'une capacité conséquente d'effort physique, un apprentissage long et exigeant à atteindre soi-même, un niveau de qualité suffisant dans un minimum d'activité physique athlétique. Il ajoutait un apprentissage éclairé, déchiffrable par l'apport de formalisation théorique, alors signifiante et donnant un sens à l'articulation théorie-pratique. Je crois que les deux citations que je viens de faire, celle de Jacques Rouillet et de Deleplace, à mon avis, cernent pour mon propre compte, je dirais, les interrogations que j'ai sur les 40 ans passés et l'évolution des formations. Tout de suite, dire que lorsqu'on parle de formation, et en particulier de formation professionnelle, il est d'usage assez facile de réduire cette question de la formation à la dimension, entre guillemets, pratique des choses, c'est-à-dire à penser la formation professionnelle comme étant finalement l'exercice de compétences liées à des interventions in situ. Bon. J'opposerai à cette vision assez commune de la formation et dont on voit bien d'ailleurs les effets pervers qu'elle peut avoir à terme sur l'évolution de la formation des enseignants, c'est-à-dire que, et donc la place éventuelle des stages et leur signification, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'à notre avis, à mon avis, sans doute à notre avis, je pense encore au SNEP, la question de la formation professionnelle et de la formation doit être saisie dans sa totalité, dans sa complexité et dans son épaisseur. C'est-à-dire que pour nous, me semble-t-il, lorsqu'on parle de formation, voire de formation professionnelle, c'est toutes les composantes de la formation dès l'entrée dans un cursus universitaire qui sont contributives à la compétence professionnelle. Donc, je veux dire, c'est pour ça que la question des diplômes universitaires, précédemment, les DUG, dans leur version 75, puis modifiée 93, 97, la licence, la maîtrise à l'époque, sont pour moi, je dirais, des éléments qui participent totalement d'une formation professionnelle, bien sûr, avec les dispositifs de pré-professionnalisation qui devraient les accompagner et voire de professionnalisation, je dirais, qui devrait s'accentuer durant le cursus. Mais je vous demande de retenir cette idée, c'est que la formation d'un enseignant et la formation professionnelle d'un enseignant questionnent tous les éléments de cette formation. Les connaissances scientifiques, les connaissances techniques, les connaissances technologiques, les expériences propres de chaque individu comme personne enseignante en devenir sont des éléments contributifs forts à la question d'une qualification. Et que trop souvent, on a tendance, je dirais, comment dirais-je, à vouloir
réduire la question de la formation professionnelle à cela. Bien sûr, on devrait pouvoir, mais on n'aura pas le temps de le faire, ouvrir un vaste débat sur la question de la formation professionnelle qui devrait venir s'articuler avec ce que je viens de dire, étant elle-même de la nature que je viens de préciser. Alors, sur maintenant quelques chiffres significatifs, parce que cette idée quand même, c'est plutôt que de chercher à comprendre ce qui s'est passé dans le rapport qualité de la formation, qualité de l'éducation physique, est-ce que c'est finalement l'appauvrissement de l'éducation physique et sportive qui explique ce qu'on peut appeler une certaine dérive de la formation initiale, ou est-ce que c'est les dérives de la formation initiale qui peuvent justifier et expliquer finalement la crise, je dirais, existentielle de l'éducation physique contemporaine. Avec la création du DUG, comment dirais-je, et de la licence en 1975, on tombe de 4000 heures de formation avant la création du DUG à 2500, 2600 heures de formation, nouveau modèle, c'est-à-dire lorsqu'on passe du modèle jeunesse et sport, je dirais, préalable à la création de la licence, de la maîtrise en 1975 et de la licence en 1977, en volume horaire de formation, il y a ce qu'on peut appeler un effondrement quantitatif, je dirais, de la formation. Effondrement quantitatif dont René Deleplace pointe le contenu, c'est-à-dire il dit ce à quoi on est en train de vivre. Lui, il le dit en 93, après ce qui a été déjà un premier effondrement, il voit en 93 une nouvelle étape dans cet effondrement, je dirais, quantitatif, et il observe que ce qui va encore faire les frais de la diminution drastique des contenus de formation, c'est tout ce qui a trait, je dirais, à la pratique sportive personnelle des étudiants. Et comme lui, il les positionne comme un élément structurant de la compétence professionnelle, il tire l'alerte, je dirais, il dit qu'on va dans le mur. Et c'est vrai que je pense que Jérôme dira des choses sur ce qu'il en est aujourd'hui, du point de vue quantitatif. Mais encore une fois, je crois qu'on a beaucoup débattu de la question de la formation et on voit bien que, en fait, si on raisonne selon le modèle suivant, la formation, c'est un tout compliqué. S'articulent nécessairement les diplômes universitaires, la préparation au concours, la formation et leur formation pré-professionnelle, la formation professionnelle elle-même, les stages et la dimension professionnelle de la formation, la nature des concours vient, et leur complexité aussi, vient s'ajouter. Finalement, lorsqu'on raisonne un petit peu, on voit que lorsqu'on parle d'une personnalité enseignante à l'œuvre sur le terrain après sa formation, on voit bien que c'est un composite d'éléments de nature différente dont la question des contenus eux-mêmes, de la cohérence entre les différentes étapes doit être interrogée. C'est évident qu'on n'aura pas le temps ce matin de parler des concours, mais qu'il y aurait beaucoup à dire aussi sur les concours, l'évolution des concours comme complément à ce que je viens de dire sur la question, je dirais, des formations. Donc, j'ai dit quelques mots sur l'effondrement, je dirais, horaire des formations du prof de PS entre 1975 et aujourd'hui. Sur les recrutements, quelques mots au passage quand même pour montrer aussi que là, les choses sont compliquées. En 1975, la loi Mazot crée le corps des profs adjoints. Ce prof adjoint, c'est un profil d'enseignant bivalent. Pas bivalent au sens où on l'entend aujourd'hui en France et en Europe sur la question du contenu de la formation, mais bivalent du point de vue institutionnel. Le prof adjoint créé en 1975, il est censé intervenir à cheval sur le scolaire et l'extrascolaire. C'est-à-dire qu'il y a un changement radical qui s'opère au travers de la loi Mazot sur l'identité professionnelle du prof de PS. Elle est contestée dès 1975 du point de vue de son assise spécifique scolaire. Et donc, je dirais, cette loi Mazot, elle débouche en 1978 sur les 0 postes au CAPES qui étaient annoncés. C'est-à-dire que les craintes qui ont été rappelées ce matin et le découpage dans le temps, la question des ruptures et des continuités, en fait, il faut bien voir que c'est des vieux débats tout ça et que la question de l'existence d'un professorat de PS est une question qui est posée depuis très très longtemps. Rappelez qu'effectivement en 84, on recrutait, comment dirais-je, 170 postes
au CAPES et qu'en 2002, on en recruterait 1330. Mais en rappelant aussi qu'entre 1970 et 1981, c'est là où on avait recruté par décade le plus d'enseignants de PS. Donc, je me rejoins un petit peu l'intervention liminaire de ce matin. Il faut se méfier, je crois, des schématisations par rapport à ce qu'ont été les différentes étapes, comment dirais-je, de notre histoire collective. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou pas? Ouais, encore 1 ou 2 minutes. Ouais, bien. Non, alors, quelques mots sur l'intégration universitaire. Comment dirais-je, ce sont les luttes de l'éducation physique et sportive entre 70 et 80 qui débouchent sur la perspective de l'intégration universitaire, même si celle-ci a déjà commencé avec la création du DOC dérogatoire et de la licence dérogatoire en 75-77. Mais ma conviction, en tout cas, c'est que la création de la 74e section du CNU, donc la détermination d'un champ de connaissances nouveaux, je dirais, c'est d'abord le produit du social, c'est-à-dire c'est une revendication profondément sociale. Fallait-il en 80, en 82 que, comment dirais-je, on institue cette section pour que des sociologues, des psychologues, des anatomistes, physiologistes viennent, je dirais, dans le champ des APS. C'est une discussion qui, à mon avis, qui est ouverte. En tout cas, ceux qui portaient la volonté d'intégration universitaire de l'EPS à l'époque, en 81, avaient une autre vision des choses. Il s'agissait de développer un champ de recherche et de connaissances nouveau, je dirais, basé sur des approches nouvelles du rapport au savoir et dans laquelle, effectivement, je dirais, l'approche technologique était pour nous prioritaire et la place que devaient occuper, je dirais, les pratiques physiques dans la formation devait, je dirais, être positionnées d'un point de vue central. Je dirais, honnêtement, le développement de la recherche, les pères de l'intégration universitaire, ceux qui ont institué les options qui ont été prises en 82 sur le contenu de l'intégration universitaire, je dirais, sont venus quelque part un peu comme des coucous, je dirais, dans le nid de l'éducation physique et sportive pour y développer des stratégies de recherche qui étaient à l'époque en total décalage avec ce que nous en espérions. Nous avions certainement, nous, rêvé d'une intégration universitaire, je dirais, assez naïvement peut-être. Mais en tout cas, là, il y a eu un vrai hiatus et je conclus là-dessus. Je me souviens, dans les années 82-83, là je parle comme témoin, je me souviens d'avoir entendu ceux qui animaient l'intégration universitaire des stables de l'époque, les jeunes diplômés d'enseignement supérieur, nous dire à l'époque qu'il y avait une nécessité absolue pour qu'un champ de connaissances nouveau émerge, je dirais, en STAPS, c'était celui d'une rupture avec l'histoire de l'éducation physique et sportive. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de théorisation, de rupture avec la question professionnelle et de rupture avec la question de l'éducation physique sportive pour ouvrir un champ, je dirais, de la recherche tout à fait nouveau. Je pense que c'est une question qui était mal posée et qui, à mon avis, dont nous payons encore aujourd'hui lourdement, je dirais, le prix quand on voit, je dirais, les débats qui aujourd'hui traversent et animent l'éducation physique et sportive. Je te remercie pour cette intervention. On conclut sur une occasion manquée de l'intégration universitaire pour notre discipline. Maintenant, c'est le tour de… Je peux ajouter un mot, s'il te plaît. Vas-y. Non, mais il y a un bilan à faire des IUFM, par exemple. Les IUFM, le SNEP demandait la création des IUFM. Le SNEP demandait la création des MAFPEN, c'est-à-dire des institutions qui ont développé largement, avec Savary en 82, la formation continue pour l'ensemble du personnel enseignant. Je dirais, de ces deux structures que nous appelions de nos voeux, l'éducation physique est sortie meurtrie, quoi. On a perdu la qualité de la formation des profs de PS, je dirais, qui préexistait, et on a totalement vu se dissoudre les acquis extraordinaires de la formation continue de l'éducation physique et sportive qui s'était bâtie à l'arraché dans les années 70-80. Excusez-moi.
Merci. Nous allons passer la parole à Laurent Grune qui va nous apporter un peu son regard d'historien sur une des périodes de la formation des enseignants d'EPS. Donc Laurent, le même cadre, à peu près une dizaine de minutes d'intervention, et puis si jamais tu débordais, bah, je te le signifierai pour qu'on puisse passer aux interventions des autres intervenants. À toi la parole. Donc bonjour à tous. Et je suis ravi de voir aussi des têtes juvéniles et pas que des collègues légèrement plus jeunes que moi. Alors, mon intervention, elle va témoigner de deux regards, celui porté par le SNEP et celui d'un acteur de l'EPS, moi-même en l'occurrence. J'expliquerai au fur et à mesure. Alors, simplement, je m'inscris dans les traces de Anne Roger. Je la remercie. Elle m'a demandé de la remplacer il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais exploiter un travail qu'elle a fait, que vous avez en rouge ici, dans un rapport de la DEPP. Qui parle du statut social du métier d'enseignant d'EPS. Donc, le plan que je respecte, c'est celui d'Anne. Par contre, moi-même, ce n'est pas achevé, hein, c'est encore un travail en cours. J'ai essayé de dépouiller mes propres relevés de notes. J'ai démarré en 84, mes maquettes de formation successives. Et puis, comme je suis formateur aussi à l'INSPE, les différentes maquettes pour essayer de voir ce que donnait aussi la formation initiale et la formation continue. Alors, mon intervention sera sans doute un peu hybride, mais ce n'est pas grave, on la clarifiera quand il s'agira de rendre un texte écrit de nos interventions. Donc, le plan d'Anne, 1980-89, une formation spécifique dans les UFR STAPS avec des enseignants d'EPS en route vers la reconnaissance scolaire. On va aller assez vite. Michael Attali l'a bien développé ce matin. 81, c'est une année qui s'assortit aussi de progrès pour l'EPS en termes de postes, d'intégration de maîtres auxiliaires et ainsi de suite. Et voilà ce qui est écrit. Alors, chaque fois que vous avez des guillemets, hein, c'est simplement moi qui ai recopié tout bêtement ce qu'a dit Anne. Et puis, j'ai souligné quelques points. Donc, les futurs enseignants, je n'emploie pas la lecture inclusive, les futurs enseignants d'EPS sont majoritairement formés par des enseignants d'EPS, donc les formateurs en STAPS, si vous voulez. Et la spécificité liée aux activités physiques et sportives reste centrale, ce que venait de dire Alain. La formation vise donc à former des enseignants concepteurs, conceptrices, didacticiens, experts à la fois des APS, à la fois des questions éducatives. Donc, en fait, ces enseignants, Anne réemprunte cette formule d'Alain Hébrard, hein, sont entièrement à part, en tout cas, ils se considèrent comme tels et à part entière. Et donc, on va voir en quoi consiste cette expertise à la fois professionnelle, mais aussi pédagogique. Pédagogique parce que souvent, ces étudiants EPS qui sont en formation sont mis en stage relativement tôt, j'y reviendrai. Donc, quelques dates. En 82, il y a une création de la maîtrise STAPS, mais cette maîtrise n'est pas obligatoire pour valider le CAPEPS. On peut avoir le CAPES en ayant validé sa licence, ça c'est obligatoire. Par contre, on n'est pas obligé de valider la maîtrise. Donc, la préparation du CAPEPS se fait dans des UREPS, qui deviennent UFR STAPS en 84. Alain vient de parler de la création de la section CNU, mais l'idée du SNEP, c'est d'une recherche appliquée et puis qui est basée sur les pratiques. Je passe rapidement. Hein, et donc, la future formation de praticiens réflexifs. Alors, le code couleur en rouge, c'est moi. Donc, je ne vais pas me livrer à un essai d'égo-histoire au sens de Pierre Nora, hein, historien qui analyse sa propre histoire, mais plutôt un témoignage d'acteur. Donc, voilà. En formation initiale, je suis au CREPS de Nancy entre 79 et 84. Vous voyez que c'est un cursus un peu long hein, pour des études en 3 ans, mais il y a eu des petites erreurs d'aiguillage. Et je me souviens, par contre, c'est de l'anecdotique, mais pas tant que ça, être mis en stage dès la première semaine. On était 6 le vendredi après-midi, 3 fois 1 heure. On observe les 2 binômes qui animent. Moi, je démarrais la deuxième leçon en saut en hauteur avec mon binôme. Les autres observent. Il y a un prof du CREPS qui nous encadre et qui débriefe à la fin. Donc, retour sur la formation. Et ça, directement dès la première semaine, tout au long de notre formation. Plus de 20 heures de pratique par semaine, hein, essentiellement nos spécialités, plus gym, athlé, natation, sport co. Alors, quand je dis plus de 20, c'est des fois un peu plus, des fois un peu moins. Tout ça pour vous dire l'importance de la pratique. Et enfin, donc effectivement, c'est qu'un prof adjoint, hein, prof adjoint, loi Mazo 75, mais nos camarades de l'UREPS, qui avaient des études plus longues, étaient soumis au même régime. On les rencontrait forcément et souvent à Nancy, hein, dans le cadre notamment de la FNSU, mais pas uniquement. En ce qui concerne la formation continue, je suis jeune prof en 84 et donc dans le secteur de Saint-Avold, en Moselle, j'ai retrouvé des journées thématiques. Souvent, c'était autour d'une APS.
avec des demandes de contenu spécifiques sur le rugby, sur le volley. Et puis, j'ai retrouvé aussi le 20 novembre 89 une FPC spécifique sur l'évaluation des connaissances de la participation. Justement, Michael Attali venait de dire qu'elle posait problème parce qu'on évaluait par QCM et on se rendait compte que c'était au détriment des élèves les moins scolaires. Deuxième période identifiée par Anne, 1989 à 2003, une formation commune dans les IUFM avec un enseignant d'EPS comme les autres. Donc, la loi d'orientation 89 engendre la mise en service des IUFM, Institut de formation des maîtres, en 90. En 1991, ce sont les IUFM qui sont chargés de la préparation au CAPEPS, même si dans les faits, c'était le cas à Nancy par exemple, elles délèguent souvent au STAPS, par manque de personnel, cette formation. Donc, parfois, il y a peu de changements, souvent même. La position du SNEP est la suivante. Nécessité de détenir une maîtrise à Bac+4 pour s'inscrire au CAPEPS. Ce n'est pas encore en vigueur, ça ne le sera pas avant quelques années. Et donc, cette maîtrise, c'est un premier pas pour une formation à la recherche, une formation par la recherche qui est à maintenir tout au long de sa vie, mais une recherche telle que celle qu'évoquait Alain juste avant. Donc, si je me rappelle, une maîtrise fondamentale que j'ai passée à Strasbourg en 89, donc après ma licence, je suis revenu dans le cursus pour passer le CAPEPS, pour ne pas rester prof adjoint. Globalement, voilà, vous voyez qu'il y a 250 heures de connaissances scientifiques approfondies des APSA, bio, sciences sociales. C'était à Strasbourg, Julien en vient, donc il confirmera que c'était orienté sciences sociales, sciences humaines, sciences historiques, sciences d'éduc, l'initiation recherche, et puis une analyse technologique et pratique plus réduite d'une APSA, et enfin 300 heures de recherche. Mais c'était une maîtrise orientée recherche. Il existait aussi, mais je vais aller vite, des maîtrises plus professionnelles, orientées prépa CAPEPS. Toujours depuis 90, donc, qu'écrit Anne à ce propos, la formation vise donc à former des enseignants concepteurs, conceptrices, qui seraient à la fois experts des APS et à la fois experts des questions éducatives, donc des pédagogues, si je simplifie. Donc, ils sont considérés ou ils se considèrent évidemment comme des enseignants entièrement à part, mais aussi à part entière, je l'ai déjà dit. Et donc, cet enseignant devient, selon Anne, un praticien réflexif. En tout cas, elle a dépouillé tous les bulletins du SNEP qui vont dans ce sens et qui est capable donc de faire des allers-retours entre théorie et pratique. Les contenus que j'ai vus en maîtrise me permettent, moi, d'expérimenter sur le terrain et d'invalider ou de valider ce que j'ai comme connaissance scientifique. Et enfin, le SNEP rappelle la nécessité de sauvegarder l'approche technologique des APS. Comme Alain en a parlé, je passe rapidement. Et donc, un taux de pratique important. Donc, pour la formation initiale dans ces années-là, je n'ai pas encore retrouvé les maquettes que je cherche, mais je sais que jusqu'en 95-96, il y a un volume important de TP des APS en STAPS et un volume important de TD. Pourquoi jusqu'en 95-96? Je vous renvoie à un article de Marc Durand dans la revue EPS numéro 50, enfin un numéro spécial, qui dit qu'il y a un concours d'entrée à partir de 95-96 en STAPS qui se généralise. Ce concours d'entrée, mécaniquement, il amène un flux d'étudiants. Ce flux d'étudiants, mécaniquement, amène une diminution des heures de pratique parce qu'il faut trouver des gymnases, il faut trouver des terrains, il faut trouver des salles et il faut trouver des intervenants. Et donc, le nombre d'heures important de pratique a mécaniquement diminué. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve par contre en formation continue dans le secteur de Metz Nord, Metz Est? Ce que j'appelle moi des journées de découverte, le badminton, l'acrosport, l'art du cirque, VTT, football US, pardon. C'est moi qui l'avais animé, je me rappelle bien. Donc, du coup, par contre, le badminton, c'est une activité de découverte que moi, je découvre dans ces années-là. J'en ai jamais fait dans mon cursus, ça n'existe pas, ça se développe à partir des années 90 et ça me permet, moi, de demander au proviseur de tracer des terrains dans le gymnase et d'acheter du matériel et de développer cette activité au lycée Louis-Vincent à Metz. Et ainsi de suite. Idem pour certains collègues qui ont démarré l'acrosport après cette formation continue, alors qu'ils n'y avaient pas été formés. Enfin, on a aussi des journées réflexives qui tournent autour de certains thèmes plus précis, comme gérer l'hétérogénéité en gymnastique rythmique, utiliser l'outil informatique en course en durée, avoir une approche ludique des lancers, tout ça c'est écrit derrière moi, évaluer en natation scolaire,
avoir des savoirs spécifiques en sport de combat et puis décliner des compétences spécifiques, puisque c'est le vocabulaire des programmes 96, 97, 98 et suivant en football de la 6e à la terminale. Troisième période, donc, qui va de la réforme du LMD, licence, master, doctorat, pour se mettre en conformité avec les orientations européennes, qui engendre la création des masters. Et donc, on passe dorénavant un master à l'IUFM, sauf que ce master n'est pas obligatoire pour valider le CAPES. On peut obtenir son CAPES, mais on n'est pas obligé de valider le master pour être qualifié. Donc, le concours, j'ai oublié de le dire, il apparaît dans cette diapo, il structure la formation en amont. Bien entendu, ceux qui sont en éduc-émot, éducation motricité, évidemment, ça ne se démarre pas en master 1, master 2. Le concours, il oriente la formation et les contenus de la formation. Je passe rapidement sur le rapport Tello parce que je n'aurai pas le temps. Il consacre une dégradation de la pré-professionnalisation. Il y a des débats autour des stages, des débats autour d'une bivalence qu'on imposerait aux enseignants et ainsi de suite, mais je n'ai pas le temps de développer. Donc, c'est une période où le SNEP dénonce finalement la volonté de former un enseignant qui soit expert en technologie des APS, un didacticien, un pédagogue, et dans les faits, sur le terrain, en fait, il est en décalage parce qu'il est sous-formé. Alors, je reviens aussi à la baisse quantitative qu'évoquait Alain. Alors, puisqu'il faut que je conclue, oh la vache, je suis un bavard, on va passer ici. Donc, juste des stages quand même en formation initiale, avec des coefs importants de 6 et de 4 ici. Sur la formation continue ici, les contenus sont moins sexy. Ce que j'appelle moins sexy, c'est dans 22 cas sur 60, ils sont intitulés « Compétences attendues de niveau 2 et 3 » qui consacrent le passage du collège au lycée. C'est une grosse interrogation des enseignants. Comment on passe du collège au lycée? Quel contenu différent on peut proposer? Dernière période, la loi du 8 juillet 2013 consacre les SP qui deviennent dorénavant en charge de la formation et donc qui pilotent les maquettes. Pour le SNEP, l'enseignant de PS est quand même à part. Il fait réussir les élèves et notamment, je ne l'ai pas dit, à cause d'une pré-professionnalisation précoce. Dès la L2, souvent, on est en stage soit d'observation, soit d'intervention dans les écoles primaires. Et ça se poursuit tout au long du cursus et ce n'est pas le cas dans d'autres disciplines. On le voit en UFM, dans les cours partagés, puis en SP, puis en INSPE. Donc, pour conclure ici, avec l'idée de apprendre sur le tas, c'est la crainte du SNEP, et puis malgré tout, tenter de faire réussir les élèves. Sur les dernières maquettes jusqu'à nos jours, pour Metz-Nancy, par exemple, c'est 144 heures de stage plus quelques heures d'analyse de pratique. En Master 1, si je vous prends cet exemple, il y a 8 heures de pratique dans la maquette et point final pour préparer l'épreuve du CAPEPS. Et donc, les étudiants pratiquent tout seuls. Alors, c'est un choix Nancy-Metz, mais un choix quasiment obligatoire pour nous. Et puis, d'après moi, pas de formation à des problématiques spécifiques. Exemple, comment on inclut, pas théoriquement, mais en situation réelle, des élèves à besoins éducatifs particuliers. Enfin, dorénavant, depuis 2014 à 2021, j'ai regardé les plans de formation du secteur Nancy-Metz en formation continue. La terminologie officielle, c'est parcours de formation de l'élève en CP1, CP2, CP3 et ainsi de suite, avec souvent une ou deux activités support. C'est ça l'intitulé. Après, il n'y a pas beaucoup de précision. Donc, en conclusion, rapidement, pas assez d'expertise dans la technologie des APSA. Les volumes horaires ont diminué. Je n'ai pas le temps de revenir sur les inégalités actuelles de mise en stage entre les étudiants qui sont, j'ai plus l'intitulé exact, fonctionnaires alternants. Chez nous, c'est fonctionnaires stagiaires, intitulé. Voilà. On a des intitulés différents entre ceux qui sont rémunérés et ceux qui ne le sont pas, dans les conditions dans lesquelles ils sont mis en stage. D'après moi, vite fait, un oral 3 de formatage que je dénonce totalement à fort coefficient au CAPEPS. Et puis, d'après moi, un bachotage accentué avec encore ce Master 2, le CAPEPS en Master 2, on va réviser nos écrits encore plus longtemps au détriment d'autres explorations qui pourraient être bénéfiques aux étudiants et à la formation tout court. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci pour cette intervention. Nous allons passer la parole à Julien, qui va interroger, lui, c'est plutôt les liens qu'on peut faire au niveau de la formation professionnelle des enseignants entre avant 1981 et après 1981, ce qui fera référence à l'intervention de ce matin, puisqu'on doit forcément avoir, a priori, un regard en termes de continuité ou de rupture sur ce champ. Donc, Julien, je te laisse la parole. Alors, je vais essayer de m'inscrire sur un autre registre, effectivement, comme tu l'as dit, que les deux interventions précédentes. Il ne va pas s'agir pour moi de refaire l'histoire de la formation des enseignants depuis 81, ni d'ailleurs depuis les années 30. Simplement, je vais essayer de vous proposer une lecture de quelques processus qu'on pourrait appeler traversants, c'est-à-dire processus qu'on repère en fait à partir de l'après-Deuxième Guerre mondiale et qui me semblent traverser l'histoire de la formation des enseignants d'éducation physique jusqu'à nos jours. Certains sont plus ou moins visibles encore aujourd'hui, mais néanmoins, ces processus-là me semblent avoir marqué la formation professionnelle. Donc, je vais en fait ici m'inscrire complètement en phase avec ce qu'a dit Michael ce matin sur la notion de rupture. C'est vrai que ce qui intéresse l'historien, ce sont les ruptures. Pour autant, ces ruptures ne sont pas forcément toujours des dates ou toujours des réformes. Et parfois, on peut considérer que certains changements sont des ruptures. Alors, vous êtes en train de dire, mais changements, réformes… Bon, Antoine Pro, dans son livre sur les acteurs et sur les réformes de l'école, il a bien montré qu'en fait, il pouvait y avoir des changements sans réforme. Il pouvait y avoir aussi des réformes sans changement. Et donc, pour lui, si vous voulez, c'est une différence de temporalité, en fait, quand il utilise le terme de changement ou de réforme. Et donc, ce que je vais essayer de dire ici, c'est que 81 a sans doute représenté une bascule, disons, d'un point de vue institutionnel, mais n'a pas représenté une bascule d'un point de vue professionnel sur tous les plans, en tout cas. Une bascule d'un point de vue des représentations, des conceptions, des mentalités, dirait Alain Corbin. Ça, c'est évident, par contre. Donc, ce que je vais essayer de faire, si vous voulez, c'est remettre en question un peu cette bascule de 81 en montrant qu'en fait, il y a des questionnements qui s'inscrivent vraiment auparavant et qui traînent et qui poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc je vous prends juste un exemple sur changement-réforme pour qu'on comprenne bien. Avec la digitalisation de la société, il était évident que le numérique devait entrer en éducation physique. Et c'est un changement clair entre l'éducation physique des années 80 et de l'éducation physique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les enseignants d'éducation physique utilisent le numérique. C'est un changement. Pour autant, il n'y a pas eu besoin de réforme sur cet usage du numérique. Il n'y a pas eu de loi, si vous voulez, qui concerne notamment cet usage du numérique, et pourtant le changement s'est fait. Vous voyez ? Alors, Pro va plus loin, lui, il parle carrément de la mixité, et il dit que même la loi Abi, etc., ce sont des réformes, mais le changement, l'arrivée vers la mixité et la prise en compte de la mixité comme étant un élément essentiel aujourd'hui de l'enseignement, quelque part, c'est plus un changement que lié à des réformes. Voilà. Bon, alors, évidemment, juste je fais cette petite remarque. Il n'y a pas de prise de parti dans ce que je vais dire. C'est pas mieux avant, c'est pas mieux aujourd'hui. Je m'inscris comme un historien et j'essaye de voir de manière la plus objective possible cette histoire. D'abord, première bascule et premier questionnement. Il me semble qu'on peut repérer une transformation des lieux de formation. Des lieux, c'est ce qui est sans doute le plus visible et c'est pour ça que j'en parle tout de suite. Transformation d'abord des instances d'une situation dans les années à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale où on avait une situation de concurrence entre les IREPS, les CREPS, l'ENSEP. On arrive finalement aujourd'hui à une situation beaucoup plus homogène autour des UREPS d'abord, puis des STAPS et aujourd'hui de l'articulation STAPS, IUFM, ex-SP, nouvelle INSPE, etc. Donc, transformation des instances de formation. Et pour l'historien, ça a un sens de questionner cette concurrence qui existait et qui existe moins aujourd'hui. Est-ce parce qu'il y a moins de concurrence entre des instances de formation différentes que la formation a gagné en qualité ? C'est une question qu'on peut se poser.
Parce qu'on peut aussi considérer d'un point de vue historique que lorsqu'il y avait beaucoup de concurrence entre des instances de formation différentes, il y avait aussi une forme de dynamisation intellectuelle, une forme de débat entre ces différentes manières de former les enseignants d'éducation physique, certains plus portés sur la pratique, la pédagogie, d'autres plus sur les sciences, etc. Voilà, il y avait peut-être un éclatement des structures de formation, mais une forme de dynamique, on va dire, de réflexion. Aujourd'hui, il y a moins d'éclatement des structures de formation, mais pour autant, l'éclatement, il existe quand même à l'intérieur même des structures de formation. Alors, je prends quelques exemples de cet éclatement. L'éclatement entre la formation au concours et la formation au métier, qu'on vit tous au quotidien dans nos masters. L'éclatement entre formation théorique et formation pratique. Ce que j'essaye de dire, c'est que cet éclatement qui existait dans les instances, finalement, s'est retraduit au sein même d'une même instance et se problématise autrement aujourd'hui. Elle n'a pas disparu en quelque sorte. C'est pour ça que je parlais de processus traversant qui prend des aspects pluriels selon les périodes historiques, mais qui en tout cas se retrouvent. Deuxième bascule, je parlais des lieux de formation, mais oui, les lieux eux-mêmes, les bâtiments ont changé. Et pour l'historien, je pense qu'avec un regard qui essaie de prendre du recul, c'est très intéressant parce que Pierre Nora, il en a été question tout à l'heure, quand il écrit les lieux de mémoire, il montre que les lieux ont une mémoire. Et que non seulement les lieux ont une mémoire, mais que les lieux sont une mémoire, en quelque sorte. Je passe sur la culture commune autour de Vichy. Depuis très longtemps, les enseignants d'éducation physique passent par Vichy. Ça fait partie de leur mémoire collective, ce qu'ils vivent à Vichy, etc. D'ailleurs, pour les candidats comme pour les jurys. Vous savez tous de ce dont je parle. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a des bâtiments qui sont dédiés à certaines périodes, je pense en particulier aux Crêpes, évidemment. On a des bâtiments qui sont dédiés à une forme d'enseignement et dans lesquels les futurs enseignants d'éducation physique s'investissent. Quand on a fait le programme Formeps, avec tous les collègues qui y ont participé, on a pu exhumer des images où les stagiaires qui étaient en P2A, P2B, P2C dans le Crêpes de Strasbourg, le Crêpes de Dinard, etc., participent eux-mêmes à construire la piste de Cendré, participent eux-mêmes à creuser pour faire le bassin de piscine, etc. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est que dans ces lieux pouvait s'exprimer un certain esprit de corps, et on peut se demander si finalement aujourd'hui, dans des lieux plus universitaires, c'est-à-dire moins plastiques, moins esthétiques, peut-être plus harmonisés, je rappelle que certains UFR STAPS n'ont pas de locaux propres, ce n'est pas le cas partout, mais on peut se demander si finalement les lieux universitaires jouent aussi, ou en tout cas dans quelle mesure ils jouent sur la constitution de cet esprit de corps. Et vous le voyez, aujourd'hui, le fait qu'on ait par exemple beaucoup de mal à avoir des salles spécifiques pour former les étudiants de master peut nous interroger sur cette identité. Voilà, alors, bascule sur transformation des instances des lieux. Il y a une transformation aussi, ça va un peu dans la continuité de ce que je viens de dire, la transformation des voies d'accès. Là, Jean est dans la salle, donc je m'appuie sur son article « Le singulier pluriel des formations initiales », où ils ont bien montré avec Benoît Carité qu'on passait d'une situation de concours et de voies d'accès très éclatées, entre le CAPEPS, les MA, les PA, les PEGC, les METROX, etc., à des voies d'accès qui sont plus resserrées, même s'il y a une diversité qui existe encore aujourd'hui, entre l'agrég et le CAPES, entre les internes et les externes, entre les contractuels et les titulaires, etc. Mais pour autant, on a tendance à repérer une forme de resserrement autour d'une norme un peu partagée par l'ensemble de ces concours ou voies d'accès, qui était moins évidente auparavant dans l'histoire. Et donc, ça pose la question en fait de on va dire la constitution de la profession autour de référents partagés ou de référents plus ou moins éclatés. Et je reviens à la même question que j'ai posée tout à l'heure. L'éclatement est-il nécessairement signe de cohésion? Pardon, le resserrement est-il nécessairement signe de cohésion? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de la cohésion professionnelle, y compris quand il y a un éclatement d'un point de vue des voies d'accès? Voilà. Alors, la troisième bascule sur laquelle je voulais revenir, parce qu'elle me paraît très, très importante, et on en a parlé pour les années 80, c'est le contenu de la formation. J'ai pris au hasard le programme des P2B à Strasbourg en 1972. En 1972, 16h50 de pratique pour les P2B et 8 heures de théorie, dont 3 heures de pédagogie ou de psychopédagogie. Donc, on voit bien qu'on est dans un concours qui fait la part belle à la pratique, mais une pratique réfléchie, qui n'est pas qu'une pratique sportive, évidemment, qui est une pratique aussi où il y a des problématiques d'intervention qui interviennent.
aujourd'hui à une situation complètement inverse où la pratique a disparu absolument des maquettes de formation en master. Elle n'a pas disparu du concours, même si sa place est quand même très minorée par rapport à ce qu'elle a été. Voilà. Donc, la question qu'on peut se poser quand on voit ce processus, c'est concrètement, qu'est-ce qu'un prof d'éducation physique? Est-ce qu'il est plutôt sur le pôle de la théorie ou plutôt sur le pôle de la pratique? Mais on peut aller évidemment plus loin. Est-ce qu'un prof d'éducation physique aujourd'hui est plus un didacticien qu'un pédagogue? Moi, je pense, pour être formateur en UFR STAPS, qu'en fait, nous formons des didacticiens. Et nous avons beaucoup de mal à former des pédagogues, tout simplement parce que la didactique correspond davantage à la norme universitaire que la pédagogie qui renvoie à quelque chose de plus, on va dire, de moins forcément scientifiquement fondé. Hein. Bref, je ne suis pas du tout en train de dénigrer et je ne suis pas non plus en train de faire du Jacques Glaise en essayant d'opposer les choses. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que Antoine Pro, il l'a bien montré. Toutes les réformes qui visent à la transformation de la formation des enseignants, elles ont petit à petit laissé la pédagogie de côté pour favoriser plutôt la didactique. Et de ce point de vue-là, Antoine Pro montre bien qu'il y a une secondarisation de la formation au métier d'enseignant, alors qu'il y a encore une quarantaine d'années, la forme primaire et la forme du secondaire, c'est-à-dire la forme primaire, c'est celle des maîtres, hein, celle des instituteurs, etc., qu'on apprend dans les écoles normales, elle était beaucoup plus marquée. Voilà, alors c'est un peu comme si, alors ça c'est Jean-François Condette qui le dit, c'est un peu comme si en fait l'enseignant de PS aujourd'hui et l'enseignant en général, il n'avait pas besoin de formation au métier dans la mesure où cette formation au métier, elle vient indirectement une fois que la formation disciplinaire est faite. Voilà, et enfin la dernière chose, alors là c'est peut-être un peu quelque chose qu'on n'a pas encore entendu ce matin, mais qui moi en tant qu'historien me frappe, c'est qu'on passe d'une situation de perméabilité de la formation des enseignants d'éducation physique avec le monde sportif, avec le monde de la culture, avec le monde de l'éducation populaire, à une situation hermétique. Aujourd'hui, le monde associatif, le monde socioculturel, le monde sportif n'a plus sa place dans la formation des enseignants d'éducation physique, alors que de fait, elle l'avait dans les années 50-60. Alors, je vous prends un exemple, mais vous savez tous que les stagiaires qui étaient dans les CREPS, ils vivaient dans les CREPS à l'année et il y avait autour d'eux des formations sportives, il y avait autour d'eux des formations associatives, socioculturelles, et il y avait une forme d'échange. Voilà. Vous pouvez regarder le film À l'école du sport, par exemple, en 52, qui est produit par les DGJS, donc un film un peu de propagande, mais quand même, qui montre bien cette proximité entre les sportifs de haut niveau, les profs de PS qui s'entraînent à l'ENSEP, enfin, qui se préparent à l'ENSEP, etc. Il y avait une forme de, si vous voulez, de cohésion autour d'un idéal d'une éducation physique qui emprunte aussi à d'autres domaines. Et je trouve, moi, en tant qu'historien, qu'aujourd'hui, cette proximité avec les autres secteurs qui pourtant sont fondamentaux dans la pratique enseignante. Quel enseignant d'éducation physique n'a pas une activité associative, n'a pas été influencé par des associations culturelles, n'a pas une activité d'éducation populaire? Je ne pense même pas aux dirigeants de colos de vacances, aux animateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a une forme de perméabilité, alors même que sans doute ce serait une voie pour favoriser une formation professionnelle un peu plus, moins spécifique et peut-être un peu plus ouverte que celle qui est proposée aujourd'hui. Voilà, je finis là-dessus. Simplement aussi, peut-être, j'avais envie de poser une question, puisque c'était un peu le lieu du débat, peut-être ces conférences. Une question sur le rôle de la formation aujourd'hui. Est-ce qu'une formation d'enseignant doit être un endroit où on reçoit en fait tout ce qui se fait comme innovation sur le terrain et où c'est retranscrit dans la formation, ou est-ce que la formation n'est pas un lieu de création de cette innovation? Ce que je veux dire, c'est que je me pose la question, moi, en tant que formateur, est-ce que je suis là pour faire passer en fait toutes les innovations sur le terrain dans le cadre de la formation, ou est-ce que je suis là en tant que formateur pour moi-même devenir quelqu'un qui innove et qui permet à la discipline d'avancer? Et je trouve que cette question-là, elle est très importante à poser aujourd'hui. Je vous prends un exemple, l'EPS et le développement durable. Il y a plein aujourd'hui de dispositifs, d'initiatives en éducation physique qui existent sur cette question-là, qu'on fait le dernier numéro de la revue EPS sur cette question. En formation, on essaye de prendre en compte, ce pouls et d'essayer, on essaye de former les étudiants à cette manière de voir les choses, même si c'est encore très lointain.
Mais est-ce qu'on n'aurait pas finalement un rôle un peu plus moteur à avoir dans ce domaine-là sur la formation des enseignants d'éducation physique? C'est une question que je me pose assez souvent en tant que formateur. Voilà, je vous remercie. Merci Julien pour ton intervention. Je vais en passer à Jérôme qui nous brosser rapidement, dans le temps qui reste pour qu'on puisse avoir un peu de temps sur les débats, un état des lieux de ce qui est devenu et de ce qu'il en est concrètement de la formation initiale aujourd'hui dans les UFR. Donc, à toi la parole, Jérôme. Déjà, je vais chercher mon doc. Donc, bonjour, moi je vais vous parler de l'évolution de la formation professionnelle avec un prisme un peu particulier. C'est celui de la période de crise que nous venons de traverser au STAPS de l'université Rennes 2. Pour rappel, à partir de juin, on a entamé ce mouvement qui s'est poursuivi jusqu'à très récemment, puisque les cours n'ont repris que lundi dernier. Voilà, alors je vais essayer d'articuler une réflexion sur cette crise actuelle et en fait essayer de remonter dans le temps pour voir d'où elle vient et simultanément vous parler de la formation professionnelle avec un choix méthodologique un peu particulier, c'est le STAPS du dedans, c'est-à-dire mon point de vue. Je suis au STAPS de Rennes depuis 2000, donc je vais essayer de rendre compte de mon impression de l'évolution de la formation professionnelle sur cette période. Donc la formation des enseignants, on va s'intéresser à cette période actuelle et essayer de revenir en amont. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette crise au STAPS de Rennes qui en fait est une crise partagée par le STAPS et au-delà de ça par l'université? Et puis quel lien on peut établir avec l'évolution de la formation professionnelle? S'il y a un terme qui serait le centre de gravité de ma réflexion, c'est celui de crise. La société est en crise, l'école est en crise, l'EPS est en crise, les STAPS sont en crise. Edgar Morin, il a notamment travaillé cette notion en disant que c'est une notion intéressante pour penser d'un point de vue socio-historique. Alors, les origines d'une crise, quelques petites données quantitatives. Là, on a le nombre total d'étudiants à l'université. Là, on a... Oui. D'accord. Donc, on a une augmentation du nombre d'étudiants. Par contre, le nombre d'enseignants reste stable et donc le budget par étudiant diminue sur la période. En termes de taux d'encadrement, si tu le fais là, tu le vois là. Ouais, comme ça. Ouais. Faut jongler. Ouais, le taux d'encadrement, c'est ce qu'il voit. Ouais. Donc, on a les étudiants qui augmentent, les enseignants, ça reste stable, et donc le taux d'encadrement baisse. Donc, au bout du compte, on a une crise de l'université et qui renvoie plus globalement à une crise de société. C'est Jacques Généreux qui faisait l'analyse historique après les 30 Glorieuses d'une bascule de la société vers 30 années de régression. On peut penser qu'on y est toujours. Et puis, si on regarde un petit peu une comparaison entre les universités, l'université Rennes 2, c'est pas la mieux dotée. Donc, on comprend en quoi ça va peser sur le système. Ouais. Retourner, c'est celui-là. Ouais. Celui-là. D'accord, merci. Ouais, je gère les deux. Les trois. La classe. Bon, parallèlement, on a une succession de réformes depuis 68. Et sur la période considérée, vous avez tous entendu parler des réformes LMD, LRU, Fioraso et OR. Néanmoins, j'ai l'impression, et une impression partagée par mes collègues, que ces réformes ne nous apportent pas vraiment de plus-value, nous, en tant qu'enseignants, et ni aux étudiants. Alors, il y a plusieurs problématiques qui sont devenues saillantes sur la période. La première, c'est que la question de la démocratisation, elle s'est déplacée du secondaire vers l'université. Et pour l'instant, on est plus dans la massification que dans la réussite de la démocratisation. Ensuite, la problématique de l'autonomie des études des universités. Là, concrètement, le recteur, il est venu nous voir et il nous a dit, oui, mais vous devez voir ça avec la direction de l'université Rennes 2. Et quand on interroge l'université Rennes 2, il nous dit, oui, mais nous, il faut que vous alliez voir au-dessus au niveau du ministère. Donc, en fait, il se renvoie la balle et donc, c'est une réelle difficulté pour nous.
Et puis, une autre problématique, c'est pour reprendre Houellebecq, l'extension du domaine de la classe, parce qu'avec le développement des technologies numériques, eh bien, en fait, les enseignants travaillent au-delà de la classe, quasiment en permanence. Il y a des limites très ténues entre l'activité professionnelle et puis la vie personnelle, la vie familiale. Et notamment pour les responsables de mention, ça amène à une charge de travail, à un surinvestissement. Donc, du coup, on retrouve des évolutions un petit peu similaires dans le ressenti des enseignants, similaires à ce qui est montré par Claudine Blanchard-Laville, par exemple, une montée de la souffrance, une certaine forme de souffrance dans le domaine de l'enseignement. Si je détaille, ce qui nous pèse, c'est les responsabilités pédagogiques qui sont absolument pas rémunérées et qui demandent, pour qu'elles puissent fonctionner, un surinvestissement. La gestion des vacataires, puisque la politique, la tendance, c'est réduire le nombre de titulaires et augmenter les vacataires, mais nous, ça nous demande de les trouver, ça nous demande de les former, de les accompagner, donc c'est beaucoup plus de travail. La complexification des évaluations liées notamment à la masterisation. C'est-à-dire que maintenant, y compris en master, il faut évaluer en semestre 1, en semestre 2, avec session 1, session 2, avec des sujets pour les dispensés d'assiduité. Donc, il y a une complexité. Que ça fonctionne encore, c'est assez incroyable. Notamment, nous, à Orendo, on a des logiciels qui sont complètement dépassés. C'est-à-dire qu'on rentre des notes dans des fichiers Excel, on les envoie au secrétaire et les secrétaires les re-rentrent encore à la main. La lourdeur des corrections de copie, donc tous ceux qui ont fait un petit peu de prépa CAPEPS voient à peu près de quoi je veux parler. La multiplication des mails, la difficulté à travailler collectivement, puisque tout le monde est en surinvestissement, on n'arrive plus à dégager de temps pour véritablement penser les choses. Et puis l'enchaînement des réformes, qui devrait pouvoir améliorer les choses du point de vue des enseignants et des étudiants, mais en fait, nous, on a l'impression de les subir. Dans ce contexte-là, on peut penser que la qualité de la formation des étudiants, certainement qu'elle se dégrade, elle se dégrade légèrement. Il n'y a pas de rupture radicale, mais donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on s'adapte à ces réformes, à ces évolutions, à ces tendances, ou est-ce qu'on refuse de s'adapter? Alors, si j'en viens à l'évolution de la formation professionnelle, moi je suis responsable depuis 15 ans de la licence éducation motricité, je pense que je peux affirmer que c'est une licence qui fonctionne bien, qui est appréciée par les enseignants, qui est appréciée par les étudiants. Notamment au début, je faisais systématiquement des évaluations tous les ans et les retours sont plutôt positifs. Néanmoins, on a eu plusieurs problématiques sur la période. Alors d'abord, c'est la réduction des heures dans la maquette. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle maquette, on nous demande de réduire la voilure. Ce qui fait que progressivement, les heures d'APSA diminuent, les heures de sciences diminuent, les heures de professionnalisation diminuent. Une deuxième problématique qu'on a eue ensemble, c'était comment réussir à donner de la cohérence entre les différents enseignements d'APSA, les enseignements pré-pro, les enseignements scientifiques. Alors, à un moment donné, on a réussi à trouver un fil directeur avec des thématiques et tous les enseignements devaient converger vers ces thématiques, mais force est de constater qu'au bout du compte, c'était un petit peu formel et on a lâché un peu prise. Donc, on a toujours cette difficulté de réussir à dégager une cohérence d'ensemble. Et puis, au début, on était vraiment essentiellement sur le métier d'enseignant d'éducation physique et sportive et force est de constater qu'au fur et à mesure, on doit élargir les débouchés. Alors, si je vais un peu plus loin sur les enseignements d'APSA, aujourd'hui, on en est à 4 APSA en L2 et 3 APSA en L3. Donc, on parlait de dimension quantitative, ça fait 6 heures de pratique pour les L2 par semaine et ça fait 4h30 de pratique pour les L3. Voilà, alors il faut souligner qu'il y a un plaisir évident des étudiants, ils aiment ça. On arrive à proposer une formation polyvalente, on passe par les 5 groupements, mais au-delà de ça, par les 5 champs, mais les 8 groupements. Il y a une qualité dans la relation théorie-pratique qui s'améliore d'année en année. Il y a une cohérence du projet collectif. Tous les enseignants travaillent grosso modo dans la même perspective. Par contre, on a une diminution des heures. On a dû faire un choix qui ne satisfait personne de ne plus mettre de spécialité en L2 et en L3. Ce qui fait que du coup, les étudiants progressent certainement, mais ils ne progressent pas suffisamment à nos yeux.
Et puis, c'est très délicat de les former à l'intervention au regard du faible nombre d'heures. En plus, si on rajoute le numérique, ça devient infaisable, mission impossible. Les enseignements scientifiques, en EducMot, on a les sciences de la vie, des sciences sociales, des sciences humaines et des sciences de l'intervention. En 2000, il y a 2 ouvrages qui peuvent servir d'indicateur. Dans l'introduction de Marc Durand au chronomètre et survêtement, il décrit des STAPS en difficulté avec des enseignements scientifiques qui sont déconnectés de la pratique de manière générale et des enseignements pratiques qui ne sont pas suffisamment rigoureux ou structurés. Alors, je vais dire ce qu'il en est aujourd'hui. Ensuite, il y a un article de Glaise dans le bouquin de Collinet en 2000 qui est intéressant aussi. Hein. Il décrit ce dont parlait Alain tout à l'heure, le phénomène d'autonomisation des STAPS par rapport à l'EPS. Et il présente un panorama hiérarchisé des sciences en disant que c'est les sciences de la vie qui sont surdominantes. La psycho-quantitative aussi, et par contre les sciences sociales et les sciences de l'intervention sont plus en difficulté. Alors nous, en fait, au fur et à mesure de la période, on est allé vers une diversité de regards scientifiques. À noter que c'est uniquement dans la dernière maquette qu'on a proposé sciences de l'intervention. Avant, ça n'avait pas trop de place. Il y a aussi une amélioration avec une volonté d'articuler CMTD et puis des liens avec le CAPEPS et la professionnalisation. On n'a pas du tout suffisamment d'enseignants maîtres de conf, ce qui fait que des heures sont non assurées. Et on a des difficultés à aller vers l'interdisciplinarité. Ouais. Les enseignements professionnels, le stage est très apprécié à l'année. Il y a une richesse quantitative et qualitative des TD pré-professionnels avec des enseignants qui sont médiateurs entre justement les enseignements d'APSA, le CAPEPS, la pré-professionnalisation. Par contre, c'est extrêmement difficile de les mettre en stage. Donc, en fait, ils sont à 4 par lieu de stage et du coup, c'est complètement insatisfaisant. Les enseignements transversaux, je vais très vite. Bon, ça nous est imposé par les maquettes au niveau national, mais aussi par Rennes 2. Donc, c'est vrai que ça ouvre à des possibilités de réorientation, mais nous, ça nous pose énormément de problèmes. On doit réduire, du coup, la formation spécifique en STAPS. Il y a des contraintes d'emploi du temps qui sont très lourdes, une problématique de sens pour les étudiants. La formation, la préparation au concours. Alors, il y a une évolution claire pour éviter le formatage vers des modalités d'évaluation de plus en plus complexes, ce qui est en même temps intéressant et ce qui est en même temps très problématique parce que parfois les étudiants sont complètement perdus et les enseignants également. Une évolution intéressante, c'est l'intégration de la vidéo. Globalement, les enseignants et les étudiants sont satisfaits de la prépa CAPEPS, sauf que on a une charge de correction de copie qui est très, très lourde, et puis la décharge de responsabilité est ridicule. On a aussi une diminution des heures de prépa concours au profit de la formation professionnelle. Et donc, ça a amené des tensions très fortes sur la dernière maquette entre STAPS et INSPE. C'est clair que là, actuellement, les étudiants qui entrent en M1 et M2 vont devoir articuler toutes les composantes prépa concours, formation professionnelle et formation à la recherche. C'est extrêmement lourd. Pour terminer, on a un très très beau métier et on en est bien conscient. Je veux dire, on est entré dans le mouvement, on s'est plaint, on est en crise. En même temps, on a un très très beau métier. Avec les étudiants, on travaille très bien. Et puis, entre nous, à Rennes, ça se passe plutôt bien. Mais il y a une tendance quand même à une évolution vers davantage de pénibilité et puis un manque de reconnaissance aussi qui a été évoqué pendant la crise. En fait, il y a des micro-crises et ça débouche sur la plus récente. La crise renvoie à la fragilisation d'un système d'origine interne et ou externe. Nous, au STAPS, ce n'est pas trop un niveau interne, c'est plutôt la pression du système qui nous met en difficulté. Et pour terminer, Edgar Morin, quand il s'intéresse à la crise, il se demande s'il faut être pessimiste ou optimiste. La crise apparaît comme une absence de solution et en même temps ouvre à des changements, des transformations, des évolutions, alors plusieurs possibles. Éloge de la fuite, on a beaucoup de collègues qui partent de l'université pour retourner dans le secondaire. D'autres, c'est la métamorphose, c'est-à-dire qu'ils se désengagent complètement, ils font le minimum pour pouvoir être payés. Et puis, il y a ceux qui sont dans l'opposition. Et je vous remercie pour votre attention et aussi pour votre soutien.
Merci Jérôme pour cette intervention. Tu nous as fait tu nous as parlé de la crise de l'UFR-Rennes et tu estimes que la cause est principalement extérieure et pas interne. Dans ton intervention, tu as fait l'analyse que les réformes n'apportaient pas, à ton sens, de plus-value sur la formation initiale et notamment dans l'atteinte de l'objectif d'une véritable démocratisation. On parle bien d'une démocratisation par le haut. Et moi, il me semble que là, on touche un point qui est intéressant, c'est celui d'interroger la nature des politiques publiques en termes de formation et de leur évolution. Et est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter un regard un peu plus particulier sur ce point? Alain, peut-être? Oui. Oui, quelques mots rapidement, mais c'est vrai que derrière tout ce qui a été dit depuis ce matin, il y a un arrière-plan qu'on n'a pas encore abordé ici. C'est, comment dirais-je, ce que j'appellerais une bataille culturelle qui est en train de se développer depuis les 40 ans qu'on a évoqués, en gros aux années 80, sur la question du travail. C'est-à-dire que, à mon avis, on est passé dans une logique, dans les formations, d'une logique de métier, donc des approches plutôt spécifiques, je dirais, à une approche, comment dirais-je, beaucoup plus généralisante, et qui fait qu'aujourd'hui, comment dirais-je, on tend beaucoup plus vers la polyvalence que vers la spécialisation, par exemple. Et je pense qu'il y a toute la question du travail contemporain qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire Roland Goury a fait des choses très fortes en montrant comment cette option sur finalement le général, le transversal par rapport au spécifique nourrit, je dirais, des crises, non seulement du travail empêché, mais du travail perçu comme un effondrement de soi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un attachement au métier. Je pense que dans les éléments que vous avez rapportés, la question de l'histoire, de la professionnalité des profs de PS est bien présente. Et on peut se demander, lorsqu'on voit par exemple que les éléments structurants du LMD sont, le renforcement de la professionnalité, deuxièmement, l'accroissement des dimensions transversales, l'introduction du numérique, je dirais l'enseignement à distance, la philosophie du LMD, je dirais, elle conduit à une sorte d'adaptation aux exigences du travail contemporain, c'est-à-dire celui qui fait en sorte que les gens dont on dit qu'ils devront aujourd'hui changer régulièrement de métier, ne pas hésiter à se reconsidérer, etc. Donc, je crois qu'en arrière-plan de notre débat, il y a cette question, comment dirais-je, de quelle est la représentation du travail qu'on a en tête dans sa dimension sociale et démocratique, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi le travail qu'on se donne dans les formations qui sont actuelles? Quelle est l'image du prof de PS intervenant avec ses élèves aujourd'hui en 2021? Donc, je crois qu'il y a une vraie question qui, à mon avis, est une lutte, je dirais, culturelle aujourd'hui sur la question du travail. Et je pense que c'est une question qu'il faut avoir en tête. Sinon, on ne comprend pas les politiques publiques. Et moi, dernier point, c'est que quand on relit le LMD, par exemple, du point de vue de sa philosophie, moi, ce qui m'a stupéfait, c'est de voir à quel point la philosophie du LMD, on le trouve dans les programmes de PS, quoi. Pourquoi la transversalité d'un seul coup en éducation physique devient, je dirais, l'arc-boutant de l'innovation, quoi. Et là, je crois qu'on ne peut pas dissocier ce que l'on vit au niveau de la discipline de ce qui se passe au niveau le plus macro, s'agissant du rapport à la production, des questions économiques, pourquoi la France s'est désindustrialisée. Il y a toute une question autour du travail et de la production, à mon avis, qui sous-tend la question des réformes universitaires et qui sont rarement posées comme explicatives, quoi. Et du coup, les gens, ils sont en train de gérer les injonctions incohérentes parfois qu'on leur demande de mettre en place, avec ce que je crois que Jérôme a très bien traduit finalement, c'est-à-dire actuellement il y a des gens qui payent, quoi. Il y a des gens qui payent pour les incohérences et les options, je dirais, idéologiques qui ont été retenues en général sur la question du travail et de l'évolution de l'emploi en France. Donc je crois que c'est des questions qu'il faudrait… Et moi, encore une fois, ce qui m'étonne, c'est de voir à quel point ce qui est prévu au plan universitaire débouche au plan scolaire, quoi. Il y a de l'écho, il y a de la résonance incroyable, quoi. Merci Alain. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait réagir ou compléter un peu Pour compléter juste sur la question des réformes, il me semble,
que ces réformes, c'est le fait toujours d'une personnalité politique souvent désireuse de laisser sa marque et sans concertation. Alors, vous me direz que pour les programmes, la fabrique des programmes, il y a aussi des concertations qui ne donnent pas forcément des meilleurs résultats. Néanmoins, alors c'est à nouveau un témoignage d'acteur, pour avoir fait partie du conseil de perfectionnement de l'INSPE jusqu'à l'année dernière, jusqu'au mois de juillet, et en avoir démissionné, je peux vous dire que ce qu'on vit là, ce n'est pas spécifique à l'EPS, c'est l'ensemble des disciplines qui disent mais pourquoi on est dépourvu de volume horaire, pourquoi on doit donner un tel ou tel élément, UE, etc., plus transversal. Et globalement, mais chaque discipline a l'impression d'être dépouillée un petit peu de sa substantifique moelle, pour le dire mieux que Michael Attali, je parle du bégaiement, mais de ses contenus disciplinaires notamment. Et voilà, moi, il me semble que c'est cette absence de concertation sur. Alors, je fais partie du conseil de perfectionnement de l'INSPE que depuis quelques années. Je n'ai pas vécu en tant qu'acteur, je n'étais pas au cœur de ces applications de réforme, mais ça engendre beaucoup de mécontentement à tel point que, comme à Rennes, mais là c'était de l'INSPE, on était plusieurs à démissionner de nos charges responsables. Moi, par rapport à la question des réformes, je pense qu'il faut éviter d'être caricatural. C'est-à-dire que moi, personnellement, je m'interroge à chaque fois qu'il y a une nouvelle réforme depuis ces dernières années, c'est toujours associé à une connotation négative. Donc, j'essaye d'éviter d'être uniquement là-dedans. Mais c'est vrai qu'on peut se demander s'il y a un pilote dans l'avion parfois, parce que, par exemple, le fait de passer le CAPEPS en M2, vous n'êtes pas sans savoir que ça a déjà été tenté, que ça a posé un certain nombre de problèmes, qu'on est revenu avec un CAPEPS en M1. Là, on rebascule CAPEPS en M2. Un peu comme, c'est la même impression, quand j'étais dans mon collège, les élèves en difficulté, parfois, on ne savait pas trop quoi en faire, donc on les mettait dans une troisième d'insertion pour que dans les autres classes, ça soit plus tranquille. Mais comme c'était ingérable, l'année d'après, en fait, on les redispatchait un petit peu partout et c'était problématique. Et donc, l'année d'après, on refaisait une troisième insertion, par exemple. Hein. C'est un peu le même sentiment que j'ai. Alors, je ne sais pas, du point de vue des enseignants et des étudiants, je n'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement d'amélioration en lien avec ces réformes, même si je reviens et je termine sur l'exemple de la licence éducation motricité, c'est ce que je connais le mieux. Je l'ai souligné, j'espère, mais c'est une formation où les enseignants et les étudiants prennent encore du plaisir et il y a encore de la qualité, même si d'un point de vue quantitatif, ça se réduit progressivement. Voilà, ce n'est pas non plus catastrophique, hein, mais il y a une tendance générale qui interroge. Moi, je voudrais vraiment continuer là sur ce que tu viens de dire parce que il ne faut pas non plus céder au pessimisme ambiant pour une raison qui est assez simple finalement, c'est que Antoine Pro disait les enseignants sont condamnés à vivre avec leurs élèves. Et il voulait dire par là qu'en fait, ils sont obligés de s'adapter à l'augmentation de la diversité des élèves. Les formateurs sont aussi condamnés à vivre avec les réformes. Et quelque part, moi, je crois beaucoup, et je pense que l'histoire permet de le montrer, à l'adaptation en fait, des enseignants à ces réformes, même si aucune, et en particulier celle du moment, ne peuvent paraître satisfaisantes. Il faut aussi voir qu'il reste de la culture commune qui passe, il reste des gestes professionnels qui sont enseignés, il reste oui, alors j'appelle ça une matrice disciplinaire pour reprendre un peu de Vley, mais en mode un peu écrien, c'est-à-dire il y a quand même tout un tas de références qui se sédimentent petit à petit dans les inconscients collectifs des enseignants et qui sont ensuite réinvestis au moment de l'entrée dans le métier. Alors je cache évidemment, je ne suis pas aveugle sur les difficultés des enseignants, des nouveaux enseignants aujourd'hui à l'entrée dans le métier, je ne suis pas aveugle non plus sur les difficultés des formateurs, et on est les premiers, puisqu'on est dans le même INSPE, à être impactés par tout ça. Mais je crois quand même à une forme de résilience, pour le dire avec un terme assez contemporain et qu'il faudrait peut-être… voilà. Mais je crois assez à cette capacité des enseignants à conserver, malgré les réformes,
Et c'est ce que voulait dire en fait Antoine Pro quand il dit attention, les réformes n'expliquent pas tout, il y a des processus un peu plus longs qui demeurent. Moi, je crois assez à ce passage d'une culture commune qui demeure, etc. Alors, je suis peut-être un peu idéaliste là-dessus, mais quand je vois comment nos nouveaux candidats au CAPES réussissent, malgré les difficultés, à rentrer dans le métier, à être force de proposition dans les formations continues, à nous donner des nouvelles parce que finalement, ils sont super bien comme ils sont, de ce qu'ils sont devenus. Il y a un étudiant là, ici, dans la salle, qu'on a eu il y a quelques années, qui a l'air très épanoui dans ce qu'il fait. Je me dis, voilà, on a quand même servi à quelque chose, les enseignants sont capables de s'adapter et c'est sans doute là une bonne réussite. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on aimerait ne nous est pas forcément toujours donné et il faut qu'on se batte très souvent pour tout ça. Si Alain souhaitait... Oui, non, simplement sur la question de, comment dirais-je, de l'adaptation, quoi. Je comprends bien ce que tu dis. De toute façon, les acteurs, ils sont obligés de vivre, donc c'est même pas la peine de leur dire de s'adapter. Ils le vivent au quotidien. Pourtant, est-ce que c'est une philosophie générale à développer? Bon, après, l'autre aspect, il y a un risque de caricature dans ce que j'ai dit, bien évidemment, parce que l'effondrement des masses, des volumes horaires de formation entre 75 et aujourd'hui ne se traduit pas mécaniquement dans une baisse qualitative vérifiable des formations. On peut faire des critiques sur ce qui se passait en 75 dans les formations. Donc, mais ceci dit, il y a des effets de seuil, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des effets de seuil et que ça devient, enfin, je prends la crise de Rennes, c'est qu'à un moment donné, on s'adapte, mais on cherche la porte de sortie, quoi. Il n'y a pas de porte de sortie. Et je pense qu'aujourd'hui, d'une manière générale, pour des effets plus macro que ceux qu'on a traités aujourd'hui, il y a quelque chose qui écrase, quoi. Et qui écrase avec des options assez fondamentales qui ont été prises. Moi, ce n'est pas du complotisme, quoi. Tu vois, c'est pas du complotisme, quoi. C'est que il y a le LMD. Il faut revenir sur la construction du LMD en Europe, quoi. Hein, il y a toute une histoire du LMD et de sa construction. Donc, si on passe sur cette histoire-là, si on passe sur l'évolution du travail dans le rapport à la division du travail au niveau international, enfin, pourquoi en France on ne produit plus, enfin, Jérôme Geoffrey vient de sortir un bouquin dans lequel il fait le bilan d'une France qui, effectivement, a récusé la dimension productive au nom de la consommation. Mais il en tire toute une série de conclusions aussi, effectivement, sur la question du travail. C'est-à-dire, demain, s'il y a beaucoup de gens qui ont un boulot instable et qui doivent changer chaque jour de métier, bien évidemment que l'idée d'une formation professionnelle de qualité est re-questionnée, quoi. Mais je veux dire que, enfin, je veux pas, mais la question de l'adaptation, c'est une question, à mon avis, qui doit rester ouverte, quoi. Il y a une façon de s'adapter, puis il y a une façon aussi parfois de devoir résister, qui est une forme suprême d'adaptation, quoi. Tu vois, je veux dire, bon. On peut illustrer cette question de l'adaptation et des limites de l'adaptation avec le mouvement à Rennes. C'est-à-dire, concrètement, on a fait une demande claire concernant des postes. Le recteur est venu, il a vu, il est venu, il a vu, il a vaincu. Tel Attila, il a vaincu Attali. Et donc, nous, le lendemain de sa... Enfin, en fait, il nous a dit, je vous ai entendu, on va s'engager dans un audit, dans une procédure d'évaluation, et à partir de là, je pourrais éventuellement répondre à vos besoins. Donc, nous, le lendemain, on a passé 6 heures d'assemblée générale, et le lendemain, encore 3 heures, parce que la problématique, c'était exactement ça. C'était, on s'adapte ou on ne s'adapte pas, du coup. On a fait tout un gros mouvement, le recteur vient, il ne nous donne rien. Il y a les étudiants, ça fait 2 ans, il y a eu le Covid, ils ont envie de reprendre, nous aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et si jamais on reprend, du coup, symboliquement vis-à-vis du recteur et tout ça, ça pose problème. Et puis, si on ne reprend pas, bah, il va y avoir une pression de plus en plus forte. Donc, on était complètement piégés. Et donc, on a repris. Et hier, au STAPS, j'ai croisé une collègue qui m'a dit « Mais pourquoi tu as repris la responsabilité des licences éducmat ?» Donc, autrement dit, mais pourquoi tu n'es pas resté sur le point de rupture, quoi?
Et j'ai dit, bah ouais, mais bon, si je reprends pas, bah, les étudiants, ça va pas tourner. Et donc, on est complètement piégé dans le système, en fait, entre adaptation et rupture. Ce que j'ai dit, évidemment, hein, je ne suis pas du tout pro-système et ça pourrait faire croire que, au contraire, ce que j'essaye juste de signaler en tant qu'historien, c'est que finalement, les discours anti-système, ils existent dans les années 30, ils existent dans les années 50, ils existent dans les années 70, ils existent aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut dénoncer le système parce que finalement, les débats qu'on a aujourd'hui participent à créer cette culture commune de vigilance vis-à-vis des réformes qui nous paraissent pas justes, pas égalitaires et pas professionnelles. Quelque part, c'est aussi ces débats qui font que cette culture commune passe et qu'il y a cette capacité d'adaptation ensuite des acteurs. Je pense que Antoine Prot, il est sur le même registre, c'est-à-dire qu'il est spécialiste des réformes, mais il voit bien aussi qu'au-delà des réformes, il y a tout quelque chose de souterrain qui demeure dans la culture des enseignants et qui, quelque part, garantit une forme de… C'est le miracle enseignant, hein, en quelque sorte. On n'a pas de moyens et finalement, on réussit à former correctement. C'est bien qu'il y a quelque chose, un fond commun qui passe tout de même, et quelles que soient les configurations institutionnelles. Mais loin de moi, bien sûr, d'aller dans le sens des réformes actuelles. On est les premiers à subir les… de tout ça. Non, c'était juste pour compléter ce miracle enseignant qui se traduit aussi, Thierry Terret l'a écrit en 2000, puis d'autres avant, hein, par la formation continue. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui va devenir, enfin qui ne va pas devenir, qui va rester fondamental. Voilà. Ça, c'est peut-être aussi un combat que… Enfin, ce n'est pas un vrai combat, en fait. Mais ceci dit, bien qu'étant pas expert, il y a eu quand même les heures attribuées qui ont diminué aussi. Mais néanmoins, voilà, tu emploies l'expression miracle enseignant, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et ça s'exprime aussi dans cette formation continue, je pense. Avant de passer la parole à Alain, effectivement, le rôle du SNEP, Alain, c'est très bien, est fondamental dans la formation continue chez les enseignants. Et le SNEP est très, très actif dans ce qu'il a pu et dans ce qu'il propose actuellement en formation ou en stage à la profession. Et il me semble que vous souhaitez intervenir et réagir aux propos de Jérôme. Non, mais je voulais revenir je voulais réinterroger Jérôme parce que ça fait 2 fois qu'il intervient sur la licence. Et il est encore heureux, il est content de son boulot. Et je trouve que c'est assez plutôt enthousiasmant de te voir finalement. Parce que quand même, cette licence, ça, j'avais demandé qu'on projette tout à l'heure la fiche de classification de la licence et des compétences en termes de licence, pas en termes d'autre chose. La licence, si on a une licence TAPS et qu'on va dans le milieu professionnel, avec licence EducMod, vers quel type d'emploi on peut aller et vers quel type de compétences on peut afficher pour exiger d'être recruté et d'avoir un salaire. Bon. Moi, c'est pour ça que je te re-questionne, parce que je ne doute pas que la licence EducMod de Rennes soit bonne. Parce que je te connais, je sais que tu bosses, c'est bon. Mais ceci dit, quand je vois les compétences qu'affiche la licence, c'est dommage qu'on ne puisse pas le reprojeter. Parce qu'il y a une énumération de compétences d'une exigence, je dirais, considérable. Et on peut se demander comment on peut exiger un tel niveau de compétence en licence et préparer des gens qui vont passer la grègue. À mon avis, je ne vois pas de différence notoire entre ce qui est exigible au niveau de la licence EducMod de ce qu'en gros on pourrait exiger d'un CAPES ou d'une agrègue. Et à un moment donné, je dis ça quand même, ça pose problème. Quoi. Parce que si en licence, on obtient à Bac+3 ce qu'on peut obtenir ultérieurement à Bac+2, à Bac+5, pardon, il y a quelque chose, et tu parlais tout à l'heure de cohérence, bon, c'est un problème effectivement de cohérence. Alors, on sait pourquoi la fiche elle a été faite. Elle a été faite pour que les étudiants trouvent du boulot. Hein. On s'est bagarré pour qu'ils puissent aller sur le terrain de l'emploi et pas se faire gauler par le ministère des Sports qui les empêchait de travailler. Mais ceci dit, je pense qu'il y a quand même des vrais problèmes. Quoi. Et tout ça, ça mériterait. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de choses souterraines. Eh bien, ça serait aujourd'hui de réactiver effectivement ce que tu décris là et un peu de remettre tout sur la table. Quoi. Est-ce que ce n'est pas le moment venu de rediscuter tout ça à tête reposée un peu, quoi. Moi, c'est ma conviction. Il va bientôt être 13h, donc je vous propose qu'on conclue cette séquence. Je remercie tous les intervenants pour la richesse des propos qui ont été portés.
Laurent parlait tout à l'heure d'une crise de la formation initiale qui ne serait pas spécifique à celle de la formation des enseignants d'EPS. Ceci étant dit, quand même, il me semble que par essence, la formation des enseignants en EPS a été construite autour d'une formation à un métier, une véritable formation professionnelle. Et peut-être qu'en cela, elle est un peu différente des autres formations et que la crise est un peu plus tenue au niveau de notre discipline. Et donc, je tenais à vous remercier à nouveau pour vos interventions et je vous propose de clore cette séquence. Nous poursuivrons après le repas cet après-midi.